Et salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un deuxième live. C'est le live 2 sur 30 de ma série de live. Donc je vais faire un live tous les soirs pendant tout le mois de juin. Hier, on a parlé des domiciles. J'ai donné des conseils. J'ai parlé des nouveautés sur ce qui allait se passer pendant le mois de juillet. Pendant ce live, je vais continuer parce que je m'étais arrêté au conseil anti-burnout pour la kiné à domicile. Moi, ça fait 4 ans que je suis kiné libéral et ma tournée de domicile, elle a évolué, mais pas à 100. Il y a des patients que j'ai eus le tout premier jour de cette tournée de domicile et que j'ai gardé jusqu'à la fin. Et donc voilà, j'ai écrit quelques conseils qui, pour moi, heu, te permettent de vivre mieux et surtout plus longtemps ta rééducation, la kiné à domicile. 1er conseil anti-burnout pour la kiné à domicile, c'est les pauses. Alors, on pourrait se dire quand on fait de la kiné à domicile que le trajet dans la voiture, ça pourrait être considéré comme une pause. Alors déjà, il faut quand même se dire que, de conduire, c'est pas forcément très reposant. Comment on peut travailler d'affilée pendant 4 ou 5 heures? Parce que moi, ma tournée de domicile, par exemple, c'était le lundi et le vendredi matin, c'était 4 ou 5 heures et avec, le recul, je me suis vraiment dit que pendant, au moins 2 voire 3 ans, pendant ma tournée de domicile, je prenais aucune pause. Le jour où j'ai réalisé que c'était, pas du tout, enfin que c'est assez toxique de faire ça pour soi-même, je me suis dit que j'allais au moins prendre une pause au milieu de ma tournée de domicile, dans un café, dans une boulangerie où j'allais prendre, voilà, un café et un encas, OK? Déjà ça, si vous le faites, voilà, petit conseil, anti-burnout pour la tournée de domicile. Alors voilà, je vous conseille aussi de manger, c'est tout con, hein, et de boire pendant votre, tournée de domicile, OK? Une chose dont on ne pense pas forcément aussi, c'est de faire des pauses thérapeutiques. Alors qu'est-ce que c'est? Ça, c'est quelque chose, je trouve, qu'on n'entend pas beaucoup et ça peut aussi servir, pour la rééducation, au cabinet. Qu'est-ce qu'une pause thérapeutique? C'est tout simplement se mettre d'accord avec son patient. Souvent, hein, bien sûr, si on parle de pause thérapeutique, c'est les patients chroniques. C'est tout simplement de faire des pauses dans la rééducation. Comme quand on prend des pauses le midi, comme quand on prend des pauses, c'est-à-dire les vacances, et ben voilà, c'est pareil. Nos patients aussi et nous-mêmes, je pense, avons besoin de faire des pauses avec certains de nos patients et pas uniquement, je veux dire, lors de vacances. Ça, c'est Clémentine Tourlet qui en a parlé dans un de mes lives où elle disait que vraiment dans, la planification de sa rééducation, elle, prévoyait, voilà, des pauses thérapeutiques en se disant: «Ben, on a tel objectif, au bout de tel objectif», genre je sais pas, par exemple, remarcher, faire le tour de la maison. Au bout de Si on atteint cet objectif, déjà on va se donner un objectif, par exemple 6 semaines, voilà. Le jour où on atteint cet objectif, on fait une pause thérapeutique ensemble de, je sais pas, 1, 2 semaines, voilà. Histoire aussi d'avoir une motivation et histoire de garder, de l'entrain dans la rééducation. Deuxième conseil anti-burnout pour, la kiné à domicile, c'est, d'essayer en fait de ne jamais refaire 2 fois la même séance. Alors, OK, je sais qu'en pratique, c'est très difficile. Le truc un peu chiant avec les tournées de domicile, c'est que ça peut vite devenir très, très routinier. OK? Et c'est très facile quand on fait la kiné à domicile de se faire vraiment aspirer par la routine. Déjà parce que souvent, c'est des patients, chroniques qu'on voit toute l'année et que bien sûr, du coup, voilà, il y a une routine qui s'installe et du coup, c'est moins stimulant et cetera et cetera. D'autant plus qu'on n'a pas forcément tout le matériel qu'on a au cabinet. Bon, voilà. Et donc du coup, moi, ce que je me suis dit: «Mais c'est vrai Julien, vraiment, même si j'étais patient et tout, si j'étais ton patient, enfin si j'étais mon patient, c'est vrai que tes séances, elles, c'est un peu toutes les mêmes, ça serait un peu, ennuyant. Et il y a un jour où j'ai eu le déclic, je me suis dit: «Mais en fait Julien, il faut juste que tu te motives et que tu arrêtes de faire, 2 fois la même séance». Et du coup, j'ai vraiment décidé que je ne faisais plus du tout la même séance, d'affilée. Enfin vraiment, je changeais au maximum possible la séance. Et d'ailleurs, en parlant de séance du coup, pour la durée des séances, moi j'ai aussi décrété quelque chose dans ma tournée de domicile. Parce que souvent j'ai cette question, de par exemple, mes remplaçants. Ils me disent: «Bah voilà, combien de temps tu restes, avec des patients?» Et moi j'étais là: écoutez, moi en fait je fais vraiment la durée des séances à domicile, elle est vraiment en rapport avec la motivation de mes patients. Les patients qui sont super motivés, je peux rester facilement, 1/2 heure, même 45 minutes, j'en ai certains. Les patients qui sont vraiment mais pas du tout motivés,
Bon, mais bien sûr, c'est mon métier et c'est mon rôle. Je suis payé pour ça, de les motiver, d'essayer de les booster, voilà, de faire ce que je peux par rapport à ça. Mais si au bout de 3 4 fois, enfin je veux dire 3 4 comment dire? Arguments, de motivation, ils sont pas chauds, bah, déjà je vais pas m'épuiser à les motiver. Ils sont quand même aussi acteurs de leur rééducation. La durée de la séance avec ces patients, elle sera bien sûr plus faible qu'avec les patients qui sont méga motivés et je trouve que c'est un juste milieu et je trouve que c'est aussi, normal, voilà. Moi je fonctionne comme ça. C'est une de mes astuces anti-burn-out pour, la kiné à domicile. Et on passe du coup au sujet que vous avez choisi en story. Je n'ai pas du tout été étonné par, votre, choix. Je m'en doutais bien. Je vois bien en fait que les posts que je fais sur la comptabilité kiné, bah, ça surperforme. Bah, évidemment, hein, on n'a pas beaucoup d'informations sur ça, enfin on n'entend pas beaucoup parler de compta en kiné, libérale et donc, voilà, vous avez décidé à je crois 70 de ce sujet-là. Donc il y avait, comme deuxième sujet, il y avait un sujet que je veux absolument faire un jour et j'espère que vous allez le choisir, donc je vais un peu le vendre aujourd'hui. C'est un sujet sur, mes conseils sur comment choisir avec qui collaborer, avec qui bosser. Que ce soit pour lancer un projet kiné, que ce soit pour lancer son cabinet, s'associer ou peu importe, que ce soit même dans la vie de tous les jours, pour des projets qui ne sont pas en rapport avec la kinésithérapie. Moi, ça fait quelque temps du coup, bah, que je fais Youthera et voilà, très souvent, je contacte des kinés ou d'autres professionnels pour lancer des idées, lancer des sujets, créer des projets, des choses comme ça. J'ai essuyé bien sûr moult refus, mais aussi, des oui. Et du coup, j'en ai tiré une liste des, qu'est-ce que sont les par exemple les red flags, pour, ne pas bosser avec quelqu'un ou alors quels sont les drapeaux verts qui, te font dire: «Fonce, bosse avec cette personne». Donc voilà, j'espère que vous choisirez un jour ce sujet parce que je veux trop en parler. Le deuxième sujet que vous n'avez pas choisi, c'était sur les clauses des contrats d'assistanat et de collaboration. Vous n'avez pas choisi ce sujet. Eh bien, ce n'est pas grave puisque demain, le live de demain sera avec l'application Rempléo qui va venir où je poserai des questions à Rempléo sur, voilà, comment trouver un job kiné, des astuces, où trouver des jobs, la différence entre assistanat et collaboration. Je vais parler de comptabilité kiné, donc je vais donner un peu des conseils que j'ai notés, sur la compta kiné. Ça fait partie du coup d'un module que je vais, qui sera dans la formation qui va sortir mi-juin. C'est une formation que je lance pour les jeunes et les nouveaux diplômés kiné, qui va s'appeler Kiné Starter Pack. OK? Vous pouvez vous préinscrire. OK? Il y a déjà 110 préinscrits et donc un des modules, voilà, ce sera bien sûr la comptabilité kiné, et ça va sortir du coup mi-juin. Je commence avec le salaire et j'ai, trouvé cette info qui sort du média qui s'appelle Fonto Média. OK? Et donc c'est Nelly Darbois qui gère, ce média. Donc je lui ai piqué son infographie qui disait que le revenu d'un kiné libéral en 2024, donc le revenu mensuel moyen net pour les remplaçants est de 2 500 € en 2024 et le revenu mensuel moyen net pour les titulaires serait aux alentours de 3 500 €. Bon, après, bien sûr, c'est absolument variable en fonction des heures qu'on fait, du nombre de patients qu'on prend à l'heure, de quel statut on a, si on est assistant ou si on est titulaire, du nombre de vacances qu'on prend et si on est dans des zones franches comme les ZFU. Pourquoi je parle du salaire moyen des kinés, libéraux? Parce que qui dit comptabilité dit souvent la question qui revient le plus dit: «Combien doit-on se payer?» De base, on part toujours du concept du 50-50, c'est-à-dire garder 50 de ce que tu as gagné de côté, donc mettre 50 de ce que tu as gagné de côté et le reste, c'est pour toi. Donc 50 pour payer, comme j'ai dit, l'URSSAF, c'est-à-dire les charges sociales et la Carpinco, c'est-à-dire la retraite et le reste, c'est son salaire. Mais ça, c'est bien sûr la théorie et c'est loin d'être la pratique. Moi, ce que je conseille, bien évidemment, c'est que quand même, tous ces calculs-là, ils sont pas anodins et ça reste quand même un métier de faire ça. C'est que le premier ou un des premiers rendez-vous que tu as avec ton expert comptable, c'est bien évidemment de lui demander, bien sûr, des conseils de comptabilité, mais aussi lui demander des conseils pour, voilà, combien en fait te verser chaque mois. Du coup, je réponds à la 50. Le 50-50, c'est en net ou brut. Alors,
Le 50-50, moi, je parle du brut. Effectivement. Effectivement, parce que je parle vraiment, de ce que j'ai sur mon compte bancaire. Donc par exemple, mettons, alors moi, je fais pas du tout ça, hein, parce que moi, c'est pas 50-50. Je me verse 4 000 € par mois, OK? Et le reste, automatiquement, je le mets de côté pour la rétrocession et pour les charges. Donc typiquement, les grosses charges qui tombent, OK? Ça, pourquoi j'ai ça? Parce que, au bout de 4 ans, je sais que je peux me verser 4 000 € par mois et que ça marche tout au long de l'année, OK? Mais du coup, en première instance, quand on démarre et tout, je sais pas trop combien te je sais pas trop combien te chaque fois j'ai des questions, j'arrive plus à parler. Si tu sais pas trop combien te verser, pardon, pars sur ce concept des 50-50, OK? Mais vraiment, conseil numéro un, voir avec ton expert comptable pour faire le point avec lui et ajuster avec lui sur combien te payer, en fait, chaque mois, en fonction de ce que tu gagnes et en fonction des charges. Et du coup, zone franche, ce sont les îles françaises. Non, c'est dans les îles, mais c'est partout en France. Donc il y a plusieurs types de zones franches. Je crois qu'il y a des zones rurales, ZRR et zones franches. En fait, il faut revoir les termes exacts, je les ai plus exactement. C'est des termes qui ont changé et qui sont méga compliqués. Mais en tout cas, les zones, franches sont des zones où il y a des avantages fiscaux. C'est des zones pour donner envie aux kinés de s'installer. Attention, ça n'a rien à voir avec le zonage, OK? Et les zones franches sont des zones, en France où voilà, ils veulent que les entreprises s'installent et du coup, pendant X années, il y a des déductions fiscales et ce n'est non pas forcément que dans les îles, c'est aussi en métropole. Donc, je parlais du coup de ton rendez-vous avec ton comptable ou ton expert comptable. C'est aussi très important du coup de faire un rendez-vous à mi-parcours. Il y a beaucoup d'experts comptables qui font un point en fin d'année. Eh bien, c'est aussi dans vos droits de leur demander de faire un point intermédiaire pour voir justement, en parlant de salaire, pour voir justement si tu te verses trop ou pas assez ou si c'est OK. OK? Bien sûr, il y aura un rendez-vous de fin d'année pour faire, le point. Donc soit c'est, avant les impôts, soit c'est en fin d'année pour faire le point et c'est là que tu verras, en fait, ce qu'il te reste, si tu as trop mis de côté ou si c'est OK. Donc moi, ce que je fais pour ma comptabilité, OK, niveau organisation, c'est que je me paye le premier mercredi du mois. Donc bien sûr, je me paye du mois, du coup, qui a été écoulé. En sachant que bien sûr, il y a toujours un énorme décalage entre les séances que tu as facturées et les sous que tu perçois. Ça, on s'en rend compte. Donc ça, c'est pour les assistants ou les titulaires, d'accord? Pour ceux qui sont, remplaçants, vérifie bien la deadline. Donc dans tous les contrats de remplacement, il y a toujours écrit à partir de quand et jusqu'à quand le kiné, doit te payer. Donc du coup, par rapport à ça, vérifie bien cette deadline. Voilà, c'est vraiment pour faire le parallèle entre assistant et remplaçant, pour pas laisser les remplaçants de côté dans ce live. Donc là, on parle là, je me suis viré mon salaire. OK, j'ai vu que au bout de 4 ans, j'arrivais à me virer 4 000 € par mois. OK, très bien. Le reste, à quoi ça sert, bien sûr? Ce que je fais, c'est que le reste, je le mets sur mon compte excédent pro. OK? Donc ça, c'est un truc pareil. Il y a des banques, donc les banques pro, des fois, elles vous ouvrent pas de compte excédent pro, donc c'est gratuit. Il faut leur demander, il faut leur dire: «Mais voilà, j'aimerais mettre mon argent de côté, j'ai pas envie de me garder, tout mon argent sur mon compte pro. Est-ce que vous pouvez m'ouvrir cette compte excédent pro?» qui te permettra du coup de mettre de l'argent de côté et t'éviter d'avoir sur ton compte pro, qui est quand même, on peut se le dire, rattaché à ta carte bancaire, d'avoir des énormes sommes qui peuvent potentiellement, se faire piquer, quoi. Je me mets de côté principalement de l'argent pour l'URSSAF et la carte PINCO, bien évidemment, mais aussi pour ma rétrocession parce que je ne paie pas forcément tous les mois ma rétrocession, je paie tous les genre, 4-5 mois. Du coup, je mets de côté et le jour où je paie ma rétrocession, bim, je transfère. Donc du coup, un autre conseil pour la comptabilité, c'est vraiment de te réserver dans ton planning, dans ton emploi du temps, un jour pour faire ta comptabilité. Moi, je prends vraiment, donc je me suis dit que voilà, tous les premiers mercredis du mois, parce que je travaille pas le mercredi, tous les premiers mercredis du mois, le matin, je me réserve 2 heures, allez, 1 ou 2 heures en fonction de si j'ai beaucoup de choses à faire ou pas, 1 ou 2 heures pour faire la comptabilité. Quand je parle de la comptabilité, c'est aussi de gérer tout l'administratif, qui est en rapport avec la kiné. Et vraiment parce que en fait, des fois, on se dit: «Beh, voilà, ce mois-ci, je vais faire ma compta», mais en fait, si tu sais pas exactement à quelle heure et à quel jour tu feras ta compta, en fait, tu le ferais jamais. Je pense pas que ce soit très compliqué. En fait, c'est comme si tu prenais un rendez-vous avec toi-même et tu te dis: «Bah, tel jour, je fais ma comptabilité, quoi». Je mets ma rétro de côté, ça, je l'ai déjà dit. Ce que je fais, bien évidemment, c'est que, je scanne tous mes justificatifs, donc toutes les dépenses que j'ai fait. Je scanne les justificatifs que je mets sur mon logiciel de comptabilité. Donc, la plupart des kinés, vous avez un logiciel de comptabilité, qui est relié à votre expert comptable ou alors vous utilisez Indy.
Si vous êtes à l'ancienne version, c'est-à-dire que vous êtes vraiment, vous n'avez pas de logiciel de comptabilité, parce que maintenant tous les logiciels de comptabilité presque, vous permettent de scanner facilement les justificatifs. Ce que tu fais, c'est que, tu peux utiliser aussi Cam Scanner, qui est une application gratuite qui te permet de scanner tes documents, tes justificatifs, voilà. Ce qu'il faut savoir pour ces justificatifs, c'est que la réglementation, elle impose, aux sociétés de les garder pendant 10 ans, ces justificatifs. Voilà. Normalement Normalement, il faut les garder en version papier. Alors moi personnellement, mes justificatifs et surtout mes tickets de carte bleue, ils s'effacent. Donc voilà, j'ai décidé, au début, j'ai gardé tous mes papiers, donc je me travaille avec des mallettes maintenant à La Réunion qui sont, voilà, qui m'encombrent pour rien. Mais j'ai décidé qu'en fait, voilà, maintenant j'allais, heu, tout dématérialiser. Donc maintenant, moi, tout est sur le cloud. Tout est sur le cloud et sur mon logiciel de comptabilité. Voilà, franchement, très peu de chances que le cloud, s'envole un jour. Heu, moi, je garde plus du papier, en fait, c'est pas possible. Parce que en plus, si on me demande, je dirais que en fait, mes papiers s'effacent, en fait, tout simplement. Donc, c'est pas possible. Ce que je fais, c'est que, à la fin de l'année, je regarde un petit peu mon excédent, donc, c'est-à-dire l'argent que j'ai mis de côté et en gros, je vois si vraiment il y a trop d'argent, je vois que vraiment j'ai mis trop de côté, d'argent sur mon excédent. Bien évidemment, que cet argent, je me le verse, donc c'est un peu un salaire, un peu le cadeau de Noël de la fin de l'année. Mais bien sûr, c'est quand même plus intéressant, du coup, au lieu de se garder tout cet argent pour la fin de l'année, de se verser un petit peu plus de salaire. Voilà. Donc ce que je fais, c'est que je me mets genre, un petit peu plus de salaire pour l'année d'après, OK? Et l'année suivante, je réévalue. Si il te reste un salaire, par exemple, ou 2 salaires. C'est ton filet de sécurité. Tu Ouais, ouais, c'est ça. C'est mon 13e mois. Oui, c'est un peu mon 13e mois, c'est vrai. C'est une belle manière de l'imager. Mais en fait, oui, c'est ton 13e mois, mais je considère que c'est quand même plus intelligent d'augmenter, en fait, combien tu te verses comme salaire chaque mois pour l'année qui suit. Parce que en fait, ça te permet de plus anticiper et peut-être d'investir un peu plus chaque mois ton argent. S'il te reste, voilà, comme je t'ai dit, un filet de sécurité qui correspond à 2-3 salaires, voilà, tu touches pas, c'est au cas où, en cas de pépin, en cas de coup dur, OK? Par contre, si c'est, parfait, tu restes comme ça. Par contre, s'il te reste pas assez d'argent, bien évidemment que l'année d'après, tu te verseras moins d'argent. Donc vraiment, il faut savoir s'adapter soi-même, mais bien sûr, demander conseil aux gens qui normalement s'y connaissent, à qui c'est leur métier, qui sont les experts comptables. Voilà, on en revient toujours, finalement, aux experts comptables. Le salaire versé du compte pro vers le compte courant, c'est du net. On ne doit plus rien. Alors, ben non, le salaire versé, du compte pro vers le compte courant, il n'a pas d'imposition à la source, d'accord? Donc en fait, tu vas te le verser et après tu vas déclarer, que tu t'es versé cet argent et ensuite tu paieras des impôts. Mais tu n'es pas prélevé à la source. Donc je pense pas qu'on puisse parler non, c'est sûr en fait, c'est du brut. Du coup, ce n'est pas du net. Je vais finir avec les charges déductibles parce que vous adorez que je parle des charges déductibles. Donc au moins ça fait un petit récap de toutes les charges déductibles qu'on entend et qu'on n'entend pas beaucoup parler. Voilà. Et du coup, je vais en profiter pour répondre à cette question. Alors, là, c'est mieux de commencer en micro BNC les 2 premières années. Pour le micro BNC, toujours la même chose, le micro BNC ou le BNC. Effectivement, il y a toujours cette interrogation. En fait, en gros, l'État se dit: «Tu es en micro BNC, tu vas avoir 34 de charges sur tout ce que tu vas gagner, en fait, tu vas dépenser pour ton activité professionnelle 34. Très bien, hyper simple, t'as pas à faire des justificatifs, t'as pas à faire tout ça. Hyper simple. Sauf que, moi, quand j'ai commencé, à La Réunion, en assistant, j'avais 30 de rétro. 30. Et cette rétrocession, qu'on peut percevoir finalement comme un loyer, c'est bien évidemment des charges. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il me reste 4 pour tout le reste, c'est-à-dire toutes mes charges, c'est-à-dire la voiture, mes formations, tout, mes repas, enfin vraiment, donc en fait, tu vois très bien que, en fait, ton micro BNC, il est vite explosé et que ça vaut, plutôt le coup finalement de passer en réel. Donc encore une fois, il faut vraiment bien calculer les choses. C'est vraiment des calculs qui sont précis et encore une fois, il faut voir un expert comptable. C'est quand même, je pense, très important
Surtout quand tu commences et tu as besoin quand même d'être guidé et quand même d'avoir des conseils. Je trouve que c'est primordial d'avoir ton expert comptable qui va, lui, t'aiguiller sur si, en fonction de ta situation, en fonction de ton activité, est-ce que ça vaut le coup plutôt d'être en micro BNC ou en BNC? Voilà. Mais du coup, super bonne question. J'en avais pas parlé, je comptais pas forcément en parler, mais voilà, j'en parle maintenant. Donc je passe aux charges déductibles. C'est parti. C'est parti, soyez prêts. Alors, ta 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 ta. Numéro 1, le plus courant, les frais de repas. Vous mangez seul, tu pourras déduire ces frais, bien sûr, si ça correspond, ça rentre dans ton activité professionnelle. Donc typiquement, c'est le midi, la pause du midi, tu vas acheter, dans une boulangerie, dans un resto, peu importe et tu vas déduire ces frais de repas. Tu pourras déduire au minimum ce qui est supérieur à 5,35 €. Mon Dieu, j'aurais pas dû boire des boissons gazeuses. Donc tu peux déduire au minimum ce qui est au-dessus de 5,35 €, OK? Et tu peux au maximum déduire 20,70 €. Ça, c'est pour les repas pris seuls, OK? Quand est-ce que tu peux le faire? Bien sûr, entre tes patients, le midi, par exemple. Tu peux le faire le week-end, typiquement le samedi, si tu fais ta comptabilité le samedi. Si tu vas au cabinet faire 2 heures de comptabilité, entre midi et 2, bah, voilà, tu peux compter un repas. Par exemple, si tu fais une journée où tu te motives à aller acheter du matériel médical, tu fais une pause, tu déduis. Et l'exemple le plus concret, c'est pendant tes formations qui sont souvent le week-end où, ben voilà, la pause du midi, qu'est-ce que tu fais? Tu manges au resto de l'hôtel de la formation, tu déduis. On évite le dimanche parce que c'est très suspect pour les impôts. OK? À part, bien sûr, si vous faites des gardes le dimanche, ce qui arrive. Alors, comment ils vérifient que tu as bien bossé ce jour-là si tu fais que de la compta le week-end? Ils ne pourront effectivement pas vérifier. OK? Mais, ils vont quand même te faire confiance et en fait, ils ne te croient plus ou ils mettent en doute, ce que tu as déclaré si c'est tous les week-ends. Enfin, du coup, si tu vas pas faire ta compta tous les week-ends et donc ça sera suspect et donc ils vont te mettre un stop. Il faut que tout ce que tu déduises déjà, je t'encourage à vraiment, déduire ce que tu fais, mais surtout je te conseille à que ce soit quand même assez modéré. Voilà. On a vu les repas seuls, maintenant les repas d'affaires. Les repas d'affaires, il n'y a vraiment aucun montant, OK? Avec qui tu peux faire un repas d'affaires? Bien sûr, des collègues kinés ou alors des futurs collègues, ou alors d'autres professionnels de santé avec qui tu bosses ou avec qui tu vas bosser, typiquement les cabinets, multidisciplinaires ou avec un expert comptable, OK? Qui n'est pas un professionnel de santé, mais c'est quelqu'un avec qui tu bosses et avec qui bien sûr, ça a un intérêt tout ça, dans ton entreprise. Donc voilà, repas d'affaires égale un intérêt, bien sûr, pour ton entreprise. Pareil, on évite le dimanche, ça passe très moyennement avec, les impôts. Peut-on déduire les chaussures? Oh waouh! Heu, alors, à la limite, je pense que tu peux déduire une paire de chaussures, parce qu'on peut se dire que tu ne vas pas forcément avoir 28 paires de chaussures pour, ton activité de kiné. Donc en fait, j'ai envie de te dire, bon, je suis pas expert comptable et tout, mais j'ai envie de te dire tant que c'est justifié et que tu peux dire que tu l'utilises que pour ton activité de kiné, ça peut passer, mais honnêtement, c'est pas quelque chose que je te conseillerais. Parce que je pense que ça peut être refusé, en fait. Par contre, je sais que ça marche les pantalons, tu vois? La tenue. Je sais qu'il y a des kinés qui se disent: «Bah, voilà, par an, j'achète 3 pantalons qui sont des pantalons, par exemple assez, fluides, qui passent aussi qui ça fait un peu pro, mais en même temps ça fait sport» et ça, je sais que ça passe. Tout le matériel médical qui vont te servir dans ton activité de kiné, bien sûr, ce sont des charges déductibles. Tous les consommables, quand je dis consommables, ça peut être des masques, ça va être du papier, voilà, tout ce que tu vas utiliser qui va être consommé. Du petit mobilier, moi je pense par exemple en tant qu'assistant, je pense par exemple à des tasses pour le café. Je sais pas, je pense que ça passe, je pense que ça passe. Parce que je sais que tu peux offrir du café à tes patients quand ils sont là. Donc on peut acheter des tasses. Si tu es titulaire, bien sûr, tous les meubles et cetera et cetera. Alors, du coup, une des charges dont on entend peu parler, ce sont et ça j'en ai déjà parlé dans des vidéos, ce sont les chèques vacances. Tout le monde connaît les chèques vacances et ce sont les chèques CESU. Les chèques CESU sont les chèques emploi-service. Typiquement, ce sont lorsque vous employez des jardiniers, aides ménagères ou, des aides à la garde d'enfants. Tout simplement, oui, ça passe en charge professionnelle. Pourquoi? Parce qu'on considère que en fait, de te libérer du temps dans ta vie perso, ça va t'en faire gagner dans ta vie professionnelle et donc ça a un avantage pour ton activité professionnelle. Bien évidemment, il y a un montant à ne pas dépasser que tu peux déclarer chaque, année. Donc, bien vérifier et bien voir avec ton expert comptable ça.
Mais oui, les chèques vacances et les chèques CESU peuvent être des charges déductibles. Un truc aussi encore entend très peu et qu'on n'entend pas beaucoup parler, et ça existe beaucoup chez les sages-femmes, c'est, de déduire des frais de supervision, c'est-à-dire des frais, de séance de psy. Alors je m'explique. Des frais de supervision, c'est pas une séance de psy classique où tu vas parler de tes problèmes perso. Non. Là, c'est pour parler de ton activité professionnelle avec un psychologue qui s'y connaît. C'est-à-dire faire le point, par exemple, sur des situations difficiles, délicates, des moments difficiles que tu as vécu avec tes patients ou, dans ton activité professionnelle de manière générale. Et donc oui, ces séances de supervision peuvent être des charges, à déduire. Encore une fois, là, je continue dans la vague des charges dont on entend très peu parler. Oui, les frais de prothèse, dentaire et auditive peuvent être déduites. Bien sûr, toutes les charges dont je parle, il y a bien sûr des montants à ne pas dépasser. Il y a des plafonds, bien évidemment. Je vais arrêter de le redire, ça, c'est logique, hein, je pense. Mais oui, les frais de prothèse dentaire et auditive peuvent être considérés comme des charges. Pourquoi? Parce qu'on est en contact direct, proche, oui, très proche avec, nos patients, et qu'on a besoin du coup, voilà, d'avoir une image, et on a besoin bien évidemment de les entendre pour pouvoir les soigner, et donc oui, on considère que ça peut être des frais, professionnels. Les frais de transport, le b.a.-ba, et par exemple, des frais de transport qu'on oublie, ce sont les frais de transport pour aller à des formations ou pour aller à des congrès. Par exemple, pensez à prendre les tickets aussi de péage qu'on oublie aussi, je pense, essence, tout de train, d'avion, peu importe, ça, c'est des frais, ça correspond bien sûr à, votre exercice professionnel. OK? Bien évidemment, frais de véhicule. Donc ça, je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon ce live va durer 1 heure. Mais soit tu peux déduire aux frais réels tes frais de véhicule, c'est-à-dire vraiment déduire tout, soit les frais kilométriques, c'est-à-dire que tu vas déclarer un certain nombre de kilomètres et ensuite tu vas pouvoir déduire un certain montant. Mais du coup, ça sera basé sur le nombre de kilomètres que tu feras pour ton activité professionnelle. Aussi, vous pouvez déduire des revues, des journaux, des abonnements à des choses professionnelles, OK? Bien évidemment, vous allez déduire vos formations, très bien. Vous allez aussi déduire votre assurance responsabilité civile professionnelle. Bien évidemment, si vous avez un cabinet, le loyer, l'assurance, l'EDF, vous pouvez déduire la contribution foncière des entreprises, la CFE qu'on paye une fois par an. Bien sûr, internet, bien sûr votre téléphone, s'il sert à un usage professionnel, toujours la même chose. Ce qu'on oublie, ça peut être par exemple des complémentaires, des prévoyances, des complémentaires, dans le cadre de ce qu'on appelle la loi Madelin. Je vous laisserai aller regarder ça, mais c'est aussi des choses que l'on peut déduire. Les rétrocessions, ça va être dans toutes les charges, bien évidemment. Par exemple, si vous faites appel, si vous avez des soucis avec des patients, à des avocats, à un notaire, et cetera, ça peut rentrer dans des charges. Bien évidemment, la cotisation à l'ordre, l'AGA, j'y reviendrai. Des abonnements à des logiciels, typiquement nos logiciels de facturation, le secrétariat, vos frais bancaires aussi, ne l'oubliez pas. OK? Autre chose qu'on entend peut-être un peu moins, ce sont les frais de blanchissage, de blanchisserie. Si vous voulez faire laver vos vêtements, vos blouses dans une blanchisserie, c'est aussi à déduire. Également, si vous le faites chez vous, oui, vous m'avez bien entendu, si vous lavez vos habits de travail chez vous, vous pouvez le déduire. Encore pareil, encore la même chose. C'est vraiment des calculs très spécifiques oh! J'arrive plus à parler. C'est vraiment des calculs très spécifiques à faire avec son expert comptable. Les courses au supermarché, j'ai fait un réel qui a fait beaucoup parler aussi. Oui, c'est légal, d'accord, de, faire passer certains frais, de supermarché, comme frais pro. Typiquement, ça peut être le café ou le thé, d'accord, qui peuvent vous servir, que vous pouvez offrir à vos patients dans votre cabinet. Mais si, par exemple, vous cuisinez des repas que vous mangez au cabinet, pour votre activité professionnelle, vous pouvez les déduire, d'accord? Attention, quand vous passez au supermarché, vous faites 2 caisses, 2 tickets différents, avec des produits, voilà, qui sont, des produits que vous allez vraiment consommer pour votre activité professionnelle. Alors, c'est pas quelque chose qu'on me conseille parce que bien sûr que, heu voilà, potentiellement vous allez faire passer des choses pour votre activité perso, et donc c'est pas quelque chose qu'on se conseille, mais oui, c'est légal. Du coup, ce que je voulais dire
pour, les AGA, c'est que, les AGA, c'est les associations de gestion agréées, donc typiquement, ce sont des cabinets, d'experts comptables. Ça, oui aussi, ça peut être, des charges déductibles et justement, je ferai un point sur les AGA, donc ces experts comptables qui sont là pour vérifier ce que vous déclarez aux impôts et donc vérifier potentiellement ce que font vos propres experts comptables. Voilà, j'en parlerai du coup demain. Ah non, non, demain c'est, un live spécial avec, Rambléo. J'en parlerai après-demain, du coup.